Bonjour, donc je suis Benjamin Fournier, je suis pédiatre dans le service d'immunohématologie et rhumatologie pédiatrique de l'hôpital Necker à Paris. Et je vais discuter aujourd'hui des atteintes immunitaires liées au virus d'Epstein-Barr. Alors ce virus d'Epstein-Barr, comme vous le savez probablement, c'est un virus qui infecte quasiment toute la population mondiale et sa cible physiologique, ce sont les lymphocytes B. Et donc l'objectif du virus, ça va être de persister pendant toute la vie de l'individu. Il va persister dans les lymphocytes B mémoire. Puis il peut y avoir régulièrement des réactivations asymptomatiques régulières chez des sujets sains, puisque c'est un virus de la famille des herpès viridés. Et donc on peut voir la présence de ce virus par PCR, parfois chez des sujets sains, dans la salive et parfois dans le sang à des taux faibles. Alors, les maladies qui sont liées à l'EBV, logiquement, sont plus souvent des maladies qui sont en lien avec les lymphocytes B, où le BV infecte les lymphocytes B. Ce sont donc la mononucléose infectieuse et certains types de lymphome B. Puis, il y a certains types de maladies aussi où, cette fois-ci, de manière anormale, le BV va infecter les lymphocytes T ou NK, ce qu'on appelle les lymphoproliférations TNK EBV positives, et c'est particulièrement là-dessus que je vais un peu plus insister. Alors, il y a des outils diagnostiques pour l'infection à EBV. Et donc, le premier outil, c'est la sérologie. Et la sérologie, elle témoigne uniquement de la rencontre avec le virus. Donc, si vous avez des IgM VCA qui sont positives, ça veut dire que la rencontre est en cours. Et vous pouvez aussi avoir une sérologie qui est témoin d'une rencontre ancienne. Et dans ce cas-là, vos IgM anti-VCA seront négatives. Et le plus souvent, vous aurez à la fois des IgG VCA et des IgG EBNA positives. Et parfois, chez environ 10% de la population saine, on aura un profil avec uniquement des IgG VCA positives, mais des IgG EBNA négatives. Alors, si la sérologie est négative, c'est a priori qu'il n'y a pas de maladie liée à l'EBV, sous réserve qu'on ne soit pas dans le cadre d'un déficit immunitaire avec défaut quasi complet de production d'anticorps. Si elle est positive, cette sérologie, et qu'elle a un profil de type ancien, ça ne permet pas d'attribuer les symptômes en cours du patient à l'EBV. Et donc en pratique, la sérologie n'est pas tant informative si elle est de type ancienne. Ce qui est intéressant, c'est également la PCR EBV et la PCR sur sang total. Et si elle est positive, ça veut dire qu'il y a une réplication qui est virale qui est en cours. Mais ça ne permet pas à elle seule de diagnostiquer une maladie liée à l'EBV parce que vous pouvez avoir une PCR positive dans le cadre d'une réactivation simple. Si elle est négative, elle n'élimine pas complètement une maladie liée à l'EBV parce qu'il peut y avoir des maladies EBV qui sont tissulaires, sans circulation d'ADN viral, par exemple comme dans certains lymphomes. Et donc pour arriver à faire le diagnostic d'une maladie liée à l'EBV, il faut s'aider à la fois du tableau clinico-biologique et puis également du niveau de PCR EBV dans le sang. Alors globalement, quelle peut être la démarche pour essayer de diagnostiquer ces maladies liées à l'EBV ? C'est quelle est la présentation clinico-biologique, quel est le phénotype, est-ce qu'on a une maladie immunitaire ou inflammatoire, est-ce qu'on a plutôt un syndrome d'activation macrophagique ou une lymphohistiocytose hémophagocytaire. Et ensuite, il faut essayer de déterminer le rôle de l'EBV dans la pathologie. Et à nouveau, on s'aide du contexte clinico-biologique, du niveau et de la durée de la PCR EBV. Il faut essayer de déterminer quelle est la cellule infectée. Ce ne sera pas la même physiopathologie et pas le même traitement. Est-ce que l'EBV infecte les lymphocytes B ou les lymphocytes T et NK ? Et ensuite, c'est important pour savoir, pour le traitement, est-ce que le BV est vraiment impliqué, est-ce qu'il faut le cibler, est-ce qu'il faut traiter le BV, et si oui, il faut essayer de cibler la cellule qui est infectée par le BV. Alors ensuite, pour essayer de déterminer le rôle de l'EBV dans la pathologie sous-jacente, on peut faire un peu plusieurs types de scénarios. Le premier, c'est le BV n'est en fait pas impliqué. Donc vous voyez là, on imagine le patient est en bleu, et puis la maladie qui affecte le patient est en rouge, et vous voyez derrière le virus, il est présent, mais c'est pas lui qui est responsable de la maladie. Alors il y a par exemple les patients qui ont des fatigues chroniques, et quand vous avez des patients qui ont des fatigues chroniques puis qui sont isolés sans signe accompagnateur franc ou spécifique, que c'est là de manière chronique. Vous avez fait un bilan étiologique assez standard de fatigue chronique et puis vous avez une sérologie EBV positive. Et ben ça ne veut pas dire que c'est l'EBV qui est en cause dans la fatigue chronique, et même si la PCR est faiblement élevée. Et le terme de mononucléose chronique, il est assez peu adapté et sans fondement physiopathologique évident. Donc, on ne faut pas mettre cette fatigue chronique sur le dos de l'EBV si elle est isolée, s'il y a seulement une sérologie EBV positive.
Actuellement, il n'y a pas de lien de causalité aujourd'hui entre fatigue chronique et antécédent d'infection EBV, qu'elle a été symptomatique ou non. Puis il faut se rappeler aussi que dans une primo-infection EBV symptomatique, notamment d'une mononucléose infectieuse, il peut y avoir une fatigue isolée qui peut persister parfois pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et puis, il y a également des patients qui ont des maladies auto-immunes bien caractérisées et puis qui vont avoir une réplication EBV, notamment du fait de la iatrogénie du traitement immunosuppresseur. Et ça, ce niveau de réplication et de risque, il va dépendre du niveau d'immunosuppression sur les lymphocytes T. Il est effectivement très élevé si le patient a reçu, par exemple, un traitement par alemtuzumab et un petit peu moins si c'est d'autres types d'immunosuppresseurs, cyclosporine, MMF, corticoïdes, et assez peu élevé finalement en cas d'utilisation de JAK inhibiteurs, d'anti-IL6 ou d'anti-TNF. Dans ce cas-là, la PCR-EBV dans le sang, elle va être modérément élevée. Et chez ces patients avec un traitement immunosuppresseur finalement pas très élevé, le risque ce serait la lymphoprolifération EBV. Mais en fait, dans le cadre de ces maladies auto-immunes, finalement, le risque il est plutôt faible et traiter l'EBV, c'est plutôt rarement indiqué. Ensuite, il y a une autre situation sur laquelle je vais passer un peu plus vite, c'est que le bébé, il était là au départ, il était impliqué, et ensuite, il est plus responsable dans la maladie. Donc, vous voyez que là, il y a un petit bonhomme en rouge qui est la pathologie, et puis au départ, le bébé l'a aidé à déclencher la pathologie, et puis assez rapidement, la maladie se poursuit, mais le bébé n'est plus directement impliqué. Et dans ce cas-là, on n'a pas trop envie de cibler le bébé pour traiter la maladie. Alors, la pathologie un peu typique de cette situation, c'est la sclérose en plaques. Et maintenant, il y a des arguments qui sont assez forts pour un lien épidémiologique qui est fort entre un antécédent d'infection EBV et une sclérose en plaques, avec un risque relatif qui est nettement plus élevé de faire une sclérose en plaques chez des individus qui ont déjà rencontré le BV, et des arguments biologiques de mimétisme moléculaire. Mais au moment où le patient va développer la sclérose en plaques, en fait, le BV, la PCR est négative et aujourd'hui, on considère qu'on ne va pas traiter spécifiquement le bébé pour traiter la sclérose en plaques, en tout cas aujourd'hui. Et donc ensuite, il y a des pathologies où le bébé, cette fois-ci, est directement au centre de la physiopathologie, directement impliqué, où il va falloir plus le cibler. Et donc, il y en a plusieurs types. Ici, je ne vais pas parler des hémopathies malignes et des tumeurs solides qui sont liées à l'EBV. Donc, dans les maladies liées à l'EBV dans lesquelles on va parler, la PCR dans le sang, elle est positive. Et ensuite, c'est important d'essayer de bien différencier si le BV affecte les lymphocytes B ou si le BV affecte les lymphocytes T ou NK, parce que c'est pas la même pathophysiologie et donc le traitement, la thérapeutique va être différente. Alors, si on commence par un rapide tour de piste, dans le BV, dans les lymphocytes B, on a les déficits immunitaires primitifs ou secondaires qui peuvent se manifester par des syndromes d'activation macrophagique ou des lymphohistiocytoses hémophagocytaires. Là, c'est le BV qui infecte les lymphocytes B. Il peut aussi avoir des phénotypes de lymphoprolifération B. Et puis, ces patients peuvent aussi avoir de l'auto-immunité, de l'auto-inflammation et de l'allergie, mais cette fois-ci, ça n'est pas directement causé par le BV, mais plutôt par la pathologie, par le déficit immunitaire sous-jacent. Les maladies auto-immunes inflammatoires caractérisées, on vient d'en parler avec une réactivation possible sous immunosuppresseur, mais dans ce cas-là, c'est rarement symptomatique en lien avec le BV. Et puis, on discutera d'autres maladies où le BV infecte les lymphocytes T ou NK, qu'on appelle donc des lymphoproliférations T, NK et BV positifs, qui peuvent se manifester toujours par des syndromes d'activation macrophagique, mais cette fois-ci, le BV n'infecte pas les lymphocytes B, et qui peut aussi donner parfois des maladies qui peuvent mimer des maladies dysimmunitaires ou inflammatoires bien caractérisées par ailleurs. Alors, si on prend EBV et déficit immunitaire, par exemple déficit immunitaire primitif, on a plusieurs phénotypes sur lesquels je vais passer rapidement. On a les lymphoproliférations B EBV positives, donc le BV affecte les lymphocytes B, qui peuvent vous donner donc des patients avec des adénopathies, une hépatosplénomégalie, des masses, des infiltrations d'organes. Dans ce cas-là, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, notamment sur un déficit immunitaire sous-jacent, c'est que vous avez une histologie qui est atypique par rapport par exemple à un lymphome de Hodgkin avec des cellules tumorales qui expriment le CD20. Et puis, ça, c'est souvent le cas dans des déficits immunitaires qui sont combinés. Il peut y avoir une association à d'autres infections, à de l'auto-immunité et parfois de l'allergie. Le traitement, ça doit être fait au moins discuté en centre expert. Et cette fois-ci, ça va être d'enlever les lymphocytes B, de calmer l'activation avec des corticoïdes et parfois du rituximab et de la chimiothérapie. L'autre phénotype qui est lié à l'infection des lymphocytes B par le BV, c'est les lymphohistiocytoses primitives qui donnent des tableaux de syndrome d'activation macrophagique. Et donc, c'est des maladies génétiques avec des défauts de cytotoxicité dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail. À nouveau, le BV ici affecte les lymphocytes B, mais c'est les lymphocytes T
activer contre ces lymphocytes B infectés qui vont causer les symptômes. C'est vraiment des grandes urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et à nouveau, le traitement il doit être fait rapidement et en centre expert, avec une déplétion lymphocytaire B. Et puis, il faut vraiment calmer l'activation des lymphocytes B. Donc là, dans ce cas-là, on va utiliser différents types de traitements, corticoïdes, JAK inhibiteurs, VP16 et toposide ou alemtuzumab. Et donc, il y a des signes d'alerte. Il faut savoir chercher les signes d'alerte des déficits immunitaires. Et donc là, vous avez un résumé à gauche chez l'adulte, chez l'enfant et à droite chez l'adulte que vous pouvez retrouver sur le site internet du centre de référence du CEREDI. Et ensuite, on va passer à l'autre groupe de maladies qui sont les maladies où le bébé, cette fois-ci, va infecter les lymphocytes T ou NK. Donc c'est ce groupe de maladies qu'on appelle les lymphoproliférations TNK-EBV positives qui touchent plus souvent les enfants et les adultes jeunes. Et on a un premier sous-type de ces maladies qu'on va appeler CAEBV de type TNK pour Chronic Active EBV Infection. Et on peut à nouveau subdiviser cette catégorie dans des formes cutanées avec par exemple l'hydroie vacciniforme et l'allergie sévère aux piqûres de moustiques et des formes systémiques qui vont être beaucoup plus hétérogènes dans leur présentation avec des phénotypes qui peuvent être proches de maladies inflammatoires ou dysimmunitaires. Ce qui est difficile avec ces pathologies, notamment les formes systémiques, c'est qu'elles peuvent durer plusieurs années, plusieurs mois de manière indolente et puis de manière complètement imprévisible, elles peuvent évoluer vers un vrai lymphome TNK très sévère ou vers un syndrome d'activation macrophagique qui peut être vraiment fulminant. À côté de ça, on a aussi une forme qui se développe au décours de la primo-infection qu'on appelle le lymphome systémique de l'enfant CD8 et de EBV positif. Donc c'est important de comprendre ces pathologies, c'est que c'est vraiment le bébé qui infecte les lymphocytes T ou NK et ces cellules infectées, elles sont présentes quand on fait une biopsie dans le tissu pathologique et ce qui est important à comprendre, c'est qu'elles sont aussi toujours présentes, ces cellules, dans le sang périphérique. Et donc la PCR-EBV dans le sang, sur le sang total, elle est toujours positive et élevée. Et donc c'est intéressant parce qu'on peut aussi analyser ces cellules dans le sang, soit par une technique de flow fiche, soit par des PCR-EBV sur cellules triées. Et donc pour faire le diagnostic dans toutes ces pathologies, le point clé c'est de prouver que l'infection de l'EBV elle est dans les lymphocytes T ou NK, donc comme je viens de le dire, soit par histologie, soit par analyse du sang périphérique. Alors de manière générale, c'est des maladies où souvent les patients n'ont pas d'antécédents familial, n'ont pas d'antécédents personnels, ils n'ont pas de déficit immunitaire sous-jacent, donc ils n'ont pas de signe d'alerte de déficit immunitaire sous-jacent le plus souvent. C'est plus souvent des enfants et des adultes jeunes, c'est pas restreint seulement aux populations asiatiques. On en trouve en Europe, en Afrique. La virémie, la PCR-EBV, elle est toujours élevée de manière persistante. Elle est quasiment toujours au-dessus de 4 logs et en fait plus souvent autour de 5-6 logs. Et là, c'est quand même très évocateur. Si vous avez fait du rituximab pour une raison ou pour une autre, vous aurez une faible réponse à la fois clinique et sur la PCR parce qu'en fait, le bébé n'infecte pas les lymphocytes B. Donc, un exemple rapide, c'est celui dont on a parlé des lymphomes TEBV systémiques de l'enfance qui arrivent au décours d'une primo-infection et qui vont donner des tableaux d'activation macrophagique extrêmement sévères, avec parfois des défaillances multiviscérales. Le bébé infecte toujours les lymphocytes T CD8 et vous voyez là dans l'image en histologie, en marron, c'est une adénopathie avec un infiltrat de cellules Hébert, donc EBV positives, massifs et ce sont en fait des CD8. Et vous voyez qu'en rose sont les lymphocytes B qui sont en fait épargnés, qui ne sont pas infectés. Avec, comme vous voyez dans les tableaux, des paramètres d'activation macrophagique extrêmement sévères sur le fibrinogène et également la ferritine. Et une PCR-EBV qui est significativement élevée. À côté de ça, vous avez donc des formes cutanées de CAEBV, où je vais passer rapidement, par exemple, l'hydroie vacciniforme, qui dans les populations caucasiennes a l'air d'avoir un pronostic le plus souvent favorable. Mais il peut y avoir parfois des évolutions systémiques assez sévères, mais plus souvent décrites dans les populations asiatiques. L'hypersensibilité aux piqûres de moustiques, cette fois-ci le bébé infecte quasiment toujours les lymphocytes NK et ça va donner des réactions cutanées locales au niveau des piqûres qui sont bulleuses et nécrotiques et puis ça peut évoluer quand même de manière assez sévère avec des signes généraux et il y a un risque assez important de transformation vers des maladies hématologiques parfois très sévères. Et puis, on va s'arrêter un petit peu plus sur l'autre sous-type de maladie qui sont les CAEBV systémiques de type TNK. Alors, vous voyez sur la gauche qu'il y a des critères diagnostiques qui ont été établis au Japon. Et donc, la charge virale EBV, la PCR-EBV dans le sang périphérique, elle est toujours élevée. C'est fondamental de prouver que l'infection de l'EBV, elle se fait dans les lymphocytes T et ou dans les lymphocytes NK, soit dans un tissu, soit dans le sang périphérique.
Et puis, c'est des patients qui vont avoir des symptômes systémiques de type inflammatoire qui vont durer au moins 3 mois, mais c'est souvent plusieurs mois, plusieurs années. Certains patients vont parfois avoir des poussées, des rémissions spontanées sans traitement. Et le délai diagnostique, il est souvent important. Et puis, il faut exclure un autre diagnostic, un vrai lymphome, une immunosuppression à déficit immunitaire. Et on va voir quelques exemples, mais l'hétérogénéité clinique entre les patients, elle est très importante. Il y a des patients qui vont avoir seulement de la lymphoprolifération chronique, d'autres qui vont avoir des tableaux très proches de maladies inflammatoires du tube digestif, des myosites, des vascularites systémiques. Il y a beaucoup d'autres phénotypes qui sont possibles, mais souvent avec des atypies. Et donc, vous voyez plusieurs papiers dans la littérature qui trouvent des cas qui sont difficiles à diagnostiquer ou qui miment d'autres maladies bien caractérisées. C'est souvent quand même assez atypique, des atteintes type vascularitique, des coronarites, des myosites, etc. Ici, vous avez par exemple un papier où c'est des patients qui se présentent vraiment avec un œdème du visage, un œdème des muqueuses. Et puis, quand on biopsie et quand on regarde, en fait, cet œdème, il est dû par un infiltrat de lymphocytes T ou NK infecté par le bébé. Ici, à gauche, vous avez un patient qui se présente par une sinusite et puis qui va faire entre l'âge de 4 ans et 25 ans une atteinte cutanée avec des nodules et des pustules nécrotiques qui vont être résolutifs spontanément et qui vont revenir. Donc, tableau tout de même assez atypique. Et vous voyez sur l'IRM cette atteinte cutanée assez creusante, nécrosante, mais qui va épargner les muscles et les fascias. Et ce patient, il a des lymphocytes CD4 positifs qui sont présents à la fois dans le sang circulant, mais aussi au niveau de la biopsie cutanée. À droite, vous voyez un patient qui a été décrit comme ayant un tableau proche d'une dermatomyosite. C'est bien sûr pas une vraie dermatomyosite, avec une myosite biologique, également présente à l'IRM musculaire, un dot myosite qui est négatif. Et puis quand on va biopsier le muscle, on va trouver un infiltrat lymphocytaire avec des lymphocytes T infectés par le BV. Et puis différents tableaux de vascularite. Vous voyez en haut à gauche une rupture d'un anévrisme rénal avec un hémorétropéritoine. À droite, un patient qui a fait des hémorragies intracérébrales avec des anévrismes des artères vertébrales, des anévrismes assez importants également des artères digestives. En bas à gauche, un patient qui va présenter vraiment un tableau très proche d'une maladie inflammatoire du tube digestif avec des poussées inflammatoires très sévères qui vont parfois se résoudre spontanément, mais qui vont revenir avec une CRP très élevée. Et puis, on voit ici une inflammation des anses grêles. Et puis, sur le PET scan, c'est une coulée ganglionnaire qui est quand même tout de même atypique pour une maladie inflammatoire du tube digestif. À droite, une patiente qui s'est présentée avec un tableau proche d'une maladie de Takayasu avec une défaillance cardiaque et puis quelques marqueurs aussi d'activation dans le sang périphérique. Alors, sur le plan de la physiopathologie, on ne comprend pas encore tout comment fonctionnent ces pathologies, mais on se rend compte que chez une partie non négligeable des patients, même si ce n'est pas chez tous les patients, on retrouve des mutations somatiques qui sont présentes dans les lymphocytes infectés et dont le spectre de mutation est assez proche de vrais lymphomes TNK. Donc ça, c'est des études qui ont été faites au Japon, mais quand on regarde dans des populations françaises d'origine caucasienne ou africaine, on tend en fait à retrouver le même type de mutation somatique. Alors en pratique, à quel moment on va demander une PCR-EBV et à quel moment on va demander une PCR-EBV sur sang total? Évidemment, il faut y penser à chaque fois qu'on a un syndrome d'activation macrophagique, une lymphohistiocytose hémophagocytaire. Quand on a une lymphoprolifération clinique, d'autant plus qu'on a des signes d'alerte de déficit immunitaire. Et puis, je pense que c'est intéressant d'y penser quand on a des maladies dysimmunitaires ou inflammatoires, mais qui sont atypiques ou particulièrement sévères. Le marqueur de ces maladies, les marqueurs classiques sont absents. Et puis, il peut y avoir, de manière atypique, de la lymphoprolifération au niveau clinique, un PET scan qui est positif, des cytopénies, des maladies qui peuvent persister pendant plusieurs mois à plusieurs années, avec parfois des patients qui font des poussées et des rémissions spontanées. Dans ce cas-là, on va essayer de chercher des arguments pour savoir s'il n'y a pas un CA-EBV de type TNK systémique en dessous. Alors, c'est des maladies qui restent rares, probablement sous-diagnostiquées, mais c'est probablement rentable de faire une PCR-EBV dans ce type de situation parce que si elle est fortement positive, c'est très évocateur du diagnostic. Et une seule PCR fortement positive suffit à évoquer le diagnostic. Malgré ça, le diagnostic en fait va rester difficile parce que ces patients n'ont pas forcément une lymphoprolifération clinique. Le myélogramme, la biopsie ostéomédulaire, le PET scan, ça peut être normal sans exclure le diagnostic. L'histologie, elle peut être faussement réassurante parce qu'on va retrouver des lymphocytes qui sont petits. Pas très inquiétant forcément en anatomopathologie, et puis des maladies qui sont parfois indolentes pendant plusieurs mois ou plusieurs années.
Alors maintenant qu'on a si on a une suspicion de CAEBV systémique, on va essayer de continuer à s'orienter, et notamment on va essayer de continuer à s'orienter en regardant le niveau de la charge virale dans le sang. Et donc on va essayer d'aller plus loin seulement si on a ces signes d'alerte et seulement si la PCR dans le sang elle est fortement positive. Donc si la PCR elle est supérieure à 6 log, c'est très fortement suspect. Et également, dans un contexte des immunitaires inflammatoires un peu atypique, au-dessus de 5 log, c'est aussi fortement suspect. Entre 4 et 5 log, ça reste possible, mais ça peut être aussi une simple réactivation, donc ça mérite d'être contrôlé à distance. Et par contre, si c'est au-dessus de 4 log, mais que tous les lymphocytes B ont été enlevés avec le rituximab, ça reste très très suspect de CAEBV. Dans ces maladies, la PCR elle fluctue, mais elle se négative jamais sans un traitement cytotoxique lourd. Donc si la PCR EBV à un moment ou à un autre, elle devient négative, ça veut dire que c'est très probablement pas un CAEBV systémique. Donc une fois que vous avez votre suspicion forte, il faut maintenant prouver le diagnostic et pour ça il faut faire un comarquage d'un marqueur de l'EBV qui va être l'Hébert et d'un marqueur des lymphocytes T ou NK. Donc la première possibilité, vous avez une lésion à biopsier, vous allez demander de faire une sonde Hébert et de faire un comarquage sur la même tranche avec des marquages T ou NK. C'est toujours intéressant de toute façon pour le diagnostic différentiel, peut-être pour le pronostic. Mais il n'y a pas toujours de lésion biopsiable et puis parfois les conditions cliniques du patient ne vous permettent pas de faire la biopsie. Et dans ce cas-là, il faut se rappeler qu'il y a toujours des cellules circulantes dans le sang et on peut faire une technique en cytométrie de flux qui est une technique par Flofisch-Hébert ou éventuellement des PCR sur cellules triées. Alors, le traitement, il n'est pas codifié, notamment pour les CAEBV systémiques, mais le pronostic, il est quand même sévère sur le long terme, à la fois lié aux symptômes propres au patient, parce qu'il va y avoir une vascularité sévère, une inflammation du tube digestif très sévère, et surtout, ce risque, il est lié au risque de transformation vers une lymphohistiocytose ou une activation macrophagique qui peut être fulminante ou vers un vrai lymphome. Les traitements de fond qu'on a, ils sont là juste pour contrôler la maladie, ne permettent pas la guérison. Ils sont toujours à discuter dans des centres experts, donc ça peut être des JAK inhibiteurs, de la cyclosporine, des anticorps monoclonaux vraiment à discuter. Les corticoïdes ont l'air évidemment de fonctionner. Et puis le seul traitement curatif, c'est l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais qui est un traitement vraiment très lourd. Et aujourd'hui, il est très difficile de savoir qui il faut greffer, parce que c'est des patients qui peuvent aller très bien, qui peuvent être très stables pendant plusieurs années, mais on ne sait pas quel patient et quand va évoluer vers une activation macrophagique fulminante et extrêmement sévère. Voilà, donc au final, il me semble important de distinguer les phénotypes où le BV infecte soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T ou NK, parce que ce ne sera pas la même prise en charge. Concernant les CAEBV systémiques de type T ou NK, ça reste des maladies rares, probablement sous-diagnostiquées. Dans ce cas-là, il faut rechercher des arguments clinico-biologiques avec des phénotypes inflammatoires ou dysimmunitaires atypiques. Il faut penser à demander une PCR-EBV. Si elle est élevée, ça augmente encore la suspicion, au-dessus de 4 log, d'autant plus qu'il n'y a pas de réponse au rituximab. Et dans ce cas-là, il va falloir faire en sorte de prouver la présence de l'EBV dans les lymphocytes T ou NK. Le traitement n'est pas standardisé, mais il faut, je pense, toujours au moins discuter l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et typer la famille, éventuellement faire une PCR-EBV dans la famille. Voilà, je vous remercie pour votre attention.